Alors, c'est pas moi qu'il faut féliciter, même s'il y a eu un très gros travail de réalisation. J'invite sur le plateau Hélène Le Floch et Harry Pauget, qui étaient dans le film. Et malheureusement, Corentin de Châtel-Perron ne pourra pas être parmi nous ce soir parce qu'il est sur son bateau. Hélène, viens. Harry également. Tu te mets là. Harry ici. Corentin est avec nous par la pensée, donc il est sur son bateau entre l'Indonésie et Singapour, et nous avons quand même réussi à enregistrer une petite conversation téléphonique par satellite pour que vous puissiez vivre à distance ce qu'il est en train de vivre. Alors on va l'écouter et puis on va ensuite vous poser quelques questions. Dans un moment facile de la navigation, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de passer l'entrée du détroit de Malacca. C'est vraiment, il y a un trafic énorme de cargo et en plus il y a vachement de vent et de vagues. Et du coup je suis un peu fatigué, mais ça va. Parce que là vous êtes parti tout seul, vous êtes tout seul sur votre coquille de noix. Tout seul presque, parce que du coup pour tester l'autonomie en mer, j'ai embarqué 2 poules qui sont complètement effrayées là pour avoir les vagues. Et donc j'ai 2 poules pour avoir des œufs à la base et j'ai fait plein d'expériences sur l'autonomie pendant ces 6 derniers mois. Qu'est-ce qui vous a empêché d'arriver au Havre à bon port? J'ai prévu d'arriver en Malaisie autour du 15 septembre et puis j'ai eu des petits problèmes avec la météo. J'ai eu des grosses périodes de calme et puis ensuite des vents trop forts et donc j'ai perdu pas mal de temps. Et j'en suis désolé puisque c'est un rendez-vous qui me tenait beaucoup à cœur et donc je suis déçu de ne pas y être. Et sinon au niveau du bateau, alors vous avez eu le temps de le tester pendant ces 6 mois, est-ce qu'il a bien résisté? Oui, le bateau résiste très bien. Je pensais pas le soumettre à des conditions aussi difficiles d'ailleurs. Il a vraiment eu 6 mois de tests de vieillissement en UV, soleil, chaleur, humidité, vagues, vent, pluie, tout eu. Alors Corentin, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au moment de l'inauguration du bateau. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait depuis? Je suis parti à la barre de Gold of Bengal mi-mars. Direction un tour dans le golfe du Bengale. Je me suis arrêté sur des îles désertes dans les îles Andaman et Nicobar et surtout dans les îles au large de la côte de Sumatra en Indonésie. Là je faisais des premières expérimentations sur l'autonomie en air, l'autonomie en eau, en énergie et en nourriture, et c'est la raison pour laquelle je me suis arrêté sur des îles désertes uniquement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas? J'en profite bien pour féliciter toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé sur le projet parce que le bateau tient bien et je suis toujours vivant. Voilà, on remercie Corentin qui se trouve donc à 10 000 km de nous ce soir. Il n'a pas eu la possibilité de voir le film. Vous l'avez vu donc pour la première fois. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça reflète bien l'aventure? Il est génial. Vraiment, ouais, je pense. Je pense. Hélène? Ouais, c'est ça. C'est vraiment à la fois nos paysages et l'ambiance aussi de cette construction. Ouais. C'était important de permettre au public du LH Forum d'être un peu avec vous pendant ces 2 ans. Alors, il y a une première question que j'aimerais vous poser parce que je pense que les gens dans la salle ont dû se la poser, en tous les cas un certain nombre d'entre vous, pendant la diffusion de ce film. Vous avez quel âge? 25. 26. Et Corentin? 30. Et les autres de l'équipe? Un petit peu moins, 24, ça 23. Va de 21 à 20 ans, à 30, mais ouais. Alors, est-ce que d'après vous, c'est un handicap ou un avantage, justement, pour avoir donné naissance à cette première mondiale? Je pense que c'est un avantage puisqu'on n'est pas resté sur des idées préconçues et donc du coup on peut se permettre de s'ouvrir à plein de, enfin en tout cas au niveau technique, de plein de technologies différentes et ce qui nous a permis de concevoir un process innovant. Ouais. Puis oui, on ne peut que répondre que c'est un avantage parce que on n'a vraiment pas rencontré de frein à cause de ça. En plus,
Peut-être que c'est aussi parce qu'on est au Bangladesh et que dans ce pays, tout est possible. Même à 24 ans, on peut travailler facilement avec des industriels, des patrons. Et c'est hyper formateur aussi pour tout le monde, donc c'est une bonne chose. Et est-ce que vous pensez que la nouvelle génération, elle est porteuse de ces valeurs? Ici, on parle beaucoup d'économie positive. Est-ce que vous pensez que vous êtes pétri de ces valeurs et que vous avez envie de les porter et que vous êtes un peu, je dirais, des porte-parole de cette nouvelle génération? Oh, des porte-parole, je sais pas, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Avec, déjà, ça fait 3 ans qu'on est sur le projet et on est complètement imprégné de ce qu'on a fait depuis le début. Ouais. Donc, oui, je pense qu'on peut porter des valeurs comme celle-ci derrière notre projet. Alors justement, Harry, on a passé un moment avec vous dans un lieu qui était un peu avec vous. J'ai dit tu tout à l'heure parce que c'est vrai que on s'est tutoyé. Alors on va rester au tutoiement. On a passé un moment avec toi dans cette usine de Faridpour. Est-ce que vous construisez, vous fabriquez encore donc du tissu sur place? Alors là, on n'est plus directement avec eux. On se trouve aujourd'hui au nord de Dhaka et non plus au sud-ouest, comme on l'avait été. On a toujours des bonnes relations. Ça a été un petit peu tendu à une période avec eux, mais on a changé complètement le procédé industriel pour arriver à un procédé qui est beaucoup mieux au niveau des rendements et qui est un peu plus respectueux de l'environnement. Et donc, du coup, on est en train de mettre ça en place dans une autre entreprise. Alors, c'est un petit peu difficile en ce moment et c'est vrai que au départ, les entreprises sont assez réticentes puisque l'innovation au Bangladesh ne fait pas partie de la culture et c'est une chose qu'on doit apporter. Alors ce que tu me disais là en préparant ce plateau, c'est que la grosse machine qu'on a vue a donné naissance à une beaucoup plus petite machine qui coûte à peu près 3 000 € et qu'on pourrait tous ici utiliser pour faire du tissu en fibre de jute, c'est ça? On sera tous capables de l'utiliser, effectivement. Après, il faut avoir les machines, justement ces petites machines et qu'on est en train de concevoir directement nous-mêmes. Donc voilà, il faut encore quelques mois avant que le procédé industriel puisse partir, mais c'est très proche, c'est tout de suite. D'accord. Et si j'ai bien compris, vous avez été un peu déçu de la réaction de ces grandes familles parce que vous leur promettez de développer quelque chose qui est très innovant dans un contexte de crise et que finalement vous avez été un peu surpris de leur réaction, c'est ça, Hélène? Oui, c'est ça, mais on a été surpris, mais je trouve qu'aussi ça se comprend, les composites et les matériaux, le matériau qu'on essaye de remplacer, ça commence à peine à se développer au Bangladesh. Et donc c'est aussi pour ça, c'est parce qu'il y a une méconnaissance de tout ce qu'on peut faire avec cette ressource, le jute. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout est perdu. Aujourd'hui, on va vraiment travailler sur ça, sur cette communication nationale, l'accompagnement des industriels. On va aussi aller voir peut-être plus du côté des jeunes et des entrepreneurs locaux, de voir s'il n'y aurait pas cette motivation aussi. Oui, parce qu'avec une machine à 3 000 €, vous n'avez plus besoin d'investisseurs, vous n'avez plus besoin de grandes manufactures. Vous pouvez aller directement trouver des jeunes comme vous qui sont motivés pour développer. C'est aussi pour ça qu'on revoit le process et qu'on optimise le process avec ces contraintes-là. On apprend au fur et à mesure qu'il ne faut peut-être pas le process le plus efficace avec les meilleures capacités de production et qui peut faire des kilomètres de tissu en une journée, mais si vraiment on veut que ça prenne, que quelqu'un le prenne, que ça se développe, quelque chose qui soit assez flexible, facile à mettre en place, pas trop coûteux et qui permette avec un investissement minimum au départ de se lancer dans ce commerce. Alors Hélène, toi tu as été responsable marketing du projet Gold of Bengal. Est-ce qu'il y a d'après toi un marché pour ce nouveau agromatériau? Oui, heureusement j'en suis convaincue. Et on en a des preuves très régulièrement. On reçoit des demandes diverses et variées de particuliers qui veulent faire leur bateau en jute, de designers qui imaginent je ne sais quel objet d'aménagement, de décoration pour l'aménagement d'intérieur, des cuisines, des salles de bain en jute, je ne sais quoi, très très régulièrement. Donc oui, il y a
une vraie demande qui vient pour l'instant plus des pays de l'Europe principalement, mais c'est peut-être cette demande qui va nous permettre après d'ouvrir une demande plus large, au Bangladesh notamment. Donc, non, c'est vraiment sur l'offre maintenant qu'il nous reste à travailler pour. Mais ça se passe comment alors? Donc en fait, ils vous envoient des mails directement. Ouais, ils arrivent à trouver ils cherchent un peu nos mails partout sur nos sites internet, etc. Puis ils arrivent à nous contacter et ils nous disent mais alors, on peut s'en procurer de votre tissu? Moi, je veux absolument faire mon bateau. Encore un petit peu de patience. Quoi. Voilà, c'est ça. Si j'ai bien compris, voilà, c'est ça. Donc vous serez frustrés si effectivement ce soir vous allez voir Hélène et Harry et que vous voulez acheter, mais on les garde de côté. Hein, voilà, parce que le but de la manœuvre, c'est quand même de continuer à faire de la recherche et développement sur donc les propriétés de ce matériau avant de vous lancer dans la fabrication industrielle. C'est un petit peu ça le but. C'est ça, mais je pense qu'on va travailler vraiment en parallèle, à la fois donc sur ce thème de l'accompagnement donc à la fois des industriels, la communication nationale, ce qu'on appelle le transfert de technologie, et en parallèle continuer les recherches. Et donc c'est des recherches pour à la fois caractériser le matériau, mais ça on commence à être déjà bien informé là-dessus, mais aussi toujours l'optimiser sur ses caractéristiques mécaniques, de prix, ses caractéristiques écologiques. On travaille aussi sur l'optimisation de notre impact économique et social à petite échelle, c'est-à-dire sur une petite chaîne de production et à court terme, comment déjà on peut vraiment bénéficier aux gens qui travaillent sur ces produits. Parce que bien sûr, c'est un matériau, s'il est développé à grande échelle, qui peut avoir qui a un énorme potentiel d'impact, mais c'est très intéressant de voir comment demain, l'entrepreneur qui va se lancer dans cette aventure va pouvoir bénéficier. Puis tu m'as dit, il faut être très prudent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai pris donc également des précautions dans le commentaire. J'ai mis le conditionnel, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on attende encore un petit peu pour être sûr. Et tu m'as dit qu'en fonction de l'épaisseur, parce que la résine, ça coûte encore très cher, ce qui est important pour vous, c'est la prochaine étape, trouver une résine biologique. Hein, ça va être le grand défi pour vous. Et là, effectivement, avec une résine biologique plus cette fibre naturelle, là, vous avez quelque chose de très intéressant au niveau de la protection de l'environnement. Ce serait l'idéal. En fait, quand effectivement, moi je tiens à ce qu'on soit assez précautionneux en communication. On ne va surtout pas faire du greenwashing avant même d'être une entreprise, parce que il faudrait vraiment pouvoir prouver, démontrer à minima cet intérêt écologique. On a déjà de bons indices qui nous permettent d'affirmer qu'il y a très grande chance que ce soit un matériau intéressant, mais aujourd'hui on travaille vraiment à formaliser ça, à en importer la preuve, trouver aussi les endroits où on va pouvoir s'améliorer. Effectivement, les résines sont une piste, il y en a d'autres. Dans tous les cas, on ne va pas non plus attendre d'avoir un matériau parfait. C'est un composite, c'est un matériau qui est imparfait, un mélange de résine et de renfort. Il n'est pas recyclable. On ne dit pas que c'est un matériau parfait, mais c'est mieux. Et c'est déjà bien. Voilà. Alors, tu l'as dit, Hélène, dans le sujet, mais je me permets de reposer la question. Effectivement, est-ce que vous êtes très fière, parce que je pense que vous pouvez l'être, d'avoir dans votre équipe réussi ce pari incroyable? Et est-ce que, deuxième question, vous pensiez y arriver, ou est-ce qu'il y a eu des gros moments de doute et d'abattement? Je te laisse répondre pour le début. Je ferai sur les moments de doute et d'abattement. Si tu veux. Bah là, on commence par quoi? Il y en a eu tellement de moments durs. Il y a eu beaucoup de moments durs. Il y en a eu beaucoup, c'est pour ça qu'on est aussi très fiers, en plus. Et si c'était tout rose tout le temps, oui, il y a vraiment eu des moments difficiles. Beaucoup d'autres l'auraient fait avant vous. Au niveau technique, des mauvaises surprises. Au niveau logistique, le Bangladesh, c'est le pays des imprévus. Oui, il y a eu des moments un peu stressants. Que ça soit au niveau technique, mais que ça soit aussi avec les entreprises, parce qu'elles ne sont pas toujours ouvertes à vouloir concrétiser des déceptions, quelque chose. Donc on s'est des fois impliqué vers un partenaire, finalement il n'a pas voulu trop nous rencontrer ou trop être impliqué dedans, ce qui fait qu'on a dû reculer un petit peu au niveau, pas technique, mais au contraire au niveau relationnel. Donc, voilà. Mais il y a aussi eu plein de très bonnes surprises, puisque vraiment, je crois qu'on partage tous cette impression. Nous, à la base de ce projet, c'était pour faire des recherches
le projet fou de faire ce prototype, mais il y a plein de choses qui sont venues se greffer, de partenaires qui nous ont rejoints, de gens qui sont venus travailler avec nous, apporter, qu'on fait que ce projet est allé encore plus vite que prévu, a pu avoir une communication très large. Enfin, et c'est vraiment aussi un des apports de ce projet. Enfin, la communication et ce que représente notre initiative et ce qu'elle peut inspirer, c'est aussi un aspect très important. Et ça, c'est des choses, c'est que du bonus, quoi. On est fiers, c'est vrai, d'avoir accompli en 3 ans ce que on a dit. Enfin, on a nos partenaires aussi qui sont gouvernementaux, qui font de la recherche sur la fibre de jute, qui n'ont pas été aussi aboutis que nous sur le truc. Donc oui, on a été fiers et on espère pousser encore plus cette recherche, cette diversification du jute, et on l'espère au plus vite pour les bateaux. Donc ce serait à refaire, vous le referiez sans hésiter? On le referait peut-être différemment au niveau technique. Non mais oui. Parce qu'on a eu des petites erreurs, mais... On n'a pas tout fait parfaitement, mais ouais, on a beaucoup appris comme ça. Ouais, je pense qu'on pourrait le refaire, ouais. Alors, ce bateau va repartir au Bangladesh, puis va venir bientôt en France. Vous, personnellement, quelles sont les prochaines étapes que vous avez envisagées, donc dans les mois et les années à venir? On va dire les mois. Déjà. Je sais pas, Vas-y. Pour ma part, en fait, c'est vrai qu'on a une partie recherche, donc on est toujours dans la recherche en soi, mais j'aimerais continuer, pour ma part, en tout cas, la mise en place de cette chaîne de production au sein des entreprises de jute. Parce que c'est important, c'est là où on a commencé, et c'est vraiment pour eux qu'on est là. Et c'est vrai que, voilà, personnellement, j'ai envie de continuer pour que cette chaîne de production puisse voir le jour le plus rapidement possible. Et à l'avenir, j'espère aussi être le client, puisque j'aimerais, en voyant le nombre de personnes qui sont intéressées par le produit final, peut-être réaliser des objets en composite grâce à ce tissu de jute. Donc voilà, mais on verra. Voilà. Et au niveau du projet, donc comme j'expliquais, il reste encore des axes importants de travail sur la recherche, le transfert de technologies. Donc c'est ce qui va occuper essentiellement nos prochains mois. Et il y a d'autres projets aussi qui sont à venir, d'autres peut-être prototypes d'envergure, encore plus impressionnants. Et il n'est pas impossible que le projet Gold of Bengal s'ouvre à d'autres innovations dans la même veine que cet agro-composite en jute, c'est-à-dire avec cette même motivation qui est celle en fait qui guide Corentin, cette pensée selon laquelle on a vraiment tout intérêt à créer des synergies et à faire se rencontrer les connaissances et les connaissances techniques et scientifiques de l'Occident, récemment développées en Occident, avec les savoir-faire et les ressources locales et ancestrales pour obtenir ce genre d'innovation pour le développement durable qui sont capables d'avoir des impacts économiques, sociaux et écologiques. Et vous, Hélène, vous allez continuer à travailler sur le projet ou faire autre chose? Moi, je pense que je vais rester dans les parages, ouais. Elle l'a dit. Alors, malheureusement, Corentin n'est pas là. Il faut le rappeler que c'est quand même lui qui est à l'origine de tout ça, qui a fédéré une équipe. Et c'est très important de dire que c'est une équipe. Je vais justement appeler certaines personnes qui ont participé à l'aventure. Au total, c'est une vingtaine de personnes. Alors, si Julie, Pierre-Alain, Louis-Marie, Aude et Manu, vous pouviez venir nous rejoindre sur cette estrade. Je pense qu'ils méritent effectivement vos applaudissements. Ils ont tous fait un travail absolument formidable. Alors vous n'avez pas de micro et je n'ai pas de micro à vous faire passer. On a encore très peu de temps, on a encore 4 minutes pour vous écouter. Si vous avez des questions à poser donc à toute l'équipe de Gold of Bengal, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou pas dans la salle, si on avait prévu ça. Oui, alors vous en avez un déjà, ça c'est déjà pas mal. Et est-ce qu'il y a un micro? Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui aimerait poser des questions que je n'ai pas encore posées? Monsieur. Alors on a très peu de temps, je suis désolée, c'est tellement passionnant comme projet qu'on pourrait y passer des heures. Oui, bonsoir.
Bravo tout d'abord pour cette opération. Nous sommes en Normandie. Le lin est une culture qui marche bien et la Seine-Maritime en particulier a un lin d'excellente qualité. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aussi appliquer votre technologie avec du lin? Oui, tout à fait. C'est fait en fait. Il y a aussi des travaux très intéressants il y a des travaux de recherche. Il y a des entreprises déjà qui se lancent dans ces nouveaux matériaux en lin. C'est vraiment la même inspiration que nous. Dans la construction navale, là on voyait Roland Jourdain. Lui, il travaille sur ça, donc les agrocomposites en lin pour la construction navale avec son entreprise Kairos. Manu qui est là aussi, qui travaille chez Kairos. Et c'est nos partenaires puisqu'on fait vraiment la même chose en parallèle. Et voilà, ils le font pour la France, l'Europe. Nous, on le fait pour l'Asie, puisque là-bas, c'est le jute. On n'est pas des filles concurrentes et au contraire, on espère travailler tous ensemble pour développer justement cette nouveau type de renfort naturel. Manu, un mot? Vous avez le micro? Nous, on est arrivé en deuxième position parce que notre bateau est sorti au mois de mai, donc on a été battu par Gold of Bengal. Ça fait 3 ans aussi qu'on y travaille, mais ils ont été plus forts. On gagne sur d'autres domaines, donc voilà, on équilibre comme ça. Mais donc, on est vraiment ravis de collaborer avec eux et ça va continuer encore longtemps. Très bien. Est-ce que Julie, un petit mot sur cette aventure, ce que vous allez en retirer? Écoutez, moi j'ai rejoint le projet il y a seulement 4 mois, donc je suis une des nouvelles recrues. Je pense que c'est un projet qui est vraiment passionnant. On développe une innovation dans un pays où il y a tout à faire, c'est un pays qui est en train de se rendre compte des certaines erreurs qui ont été faites en Occident et qui n'ont pas forcément envie de repasser par les mêmes. Donc, même si effectivement c'est dur de transférer certaines innovations, ils sont quand même très ouverts. Et notamment, moi j'essaye en ce moment de rencontrer des étudiants et qui sont très enthousiastes par rapport à notre projet et qui seraient ravis de travailler avec nous. Et donc il y a encore beaucoup de choses à faire et je suis vraiment ravie de m'être lancée dans cette aventure. Aude, un petit mot également? Alors moi, je suis arrivée dans le projet en 2011-2012, donc vraiment au tout début du projet, quand on était encore à Chavard. Et ça fait vraiment plaisir de voir que le projet a évolué assez rapidement, même si j'ai évidemment toujours suivi les actualités. On est passé assez vite d'un mode extrêmement expérimental au niveau de la recherche, etc., à une production à un peu plus grande échelle et maintenant à un bateau, premier bateau 100% jute. Et donc c'est quand même plein d'espoir pour des nouveaux modèles à la fois économiques et des nouveaux modèles pour développer des pays comme le Bangladesh et effectivement, comme disait Hélène, croiser des compétences occidentales avec des savoir-faire locaux. Pierre-Alain, on a vu que tu étais un MacGyver, on était avec toi dans l'usine et c'est vrai que tu trouves toujours des solutions même à des problèmes qui paraissent insolubles pour nous. Je suis surprise de te voir en France. Généralement, tu es en train de faire quelque chose. Est-ce que tu as appris beaucoup de choses? Toi qui es ingénieur mécanicien, je ne sais pas si ça se dit, mécanique. Ce que j'ai surtout appris, c'était tout le côté, on va dire, impact sur le social et l'écologique. Moi, je suis allé dans le projet juste à la sortie de mes études. Et j'y connaissais rien du tout à l'entrepreneuriat social et tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu le potentiel qu'on pouvait avoir en tant qu'ingénieur, du coup, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose de fort. J'ai pas envie de travailler juste pour me faire un salaire, j'ai envie de travailler pour des valeurs qui sont autres, comme justement aider des populations comme le Bangladesh, qu'on voit les ressources qu'ils ont. C'est tellement dommage de passer à côté, alors que nous, on a juste à apporter d'un peu de solutions techniques pour les aider. Et donc j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là aussi. Voilà. C'est ce qu'on te souhaite. Louis-Marie, rapidement, qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Beaucoup d'échanges, que ce soit avec les membres de l'équipe, les locaux. Et il y a aussi, là on est 7 sur scène, mais il y a aussi des personnes que je tiens à remercier. Il y avait une conférence plutôt sur l'économie collaborative, avec entre autres Vincent Ricordo, cofondateur de KissKissBankBank. Donc on a 82 personnes à remercier ce soir qui ont contribué au projet, puisqu'on a récolté 8 000 € pour la construction de ce bateau. Et donc comme quoi il y a un groupe de jeunes qui est là au Bangladesh et qui se base aussi sur des outils technologiques. Alors c'était pas toujours facile d'avoir internet au Bangladesh et de mettre à jour le KissKissBankBank, mais on y est quand même arrivé et 82 personnes nous ont soutenus depuis chez eux, en France ou ailleurs. Et c'est comme ça que ce projet a pu être possible.
Alors au nom du LH Forum et de Shaman Go, je vous applaudis tous. Bravo pour ce travail extraordinaire. Vous montrez que vous avez plein de ressources et plein d'énergie, donc j'espère vous revoir dans quelques temps sur des nouveaux projets tout aussi passionnants. Je vous remercie pour votre attention, bonne soirée et à bientôt, j'espère également avec d'autres pionniers Shaman Go. Bonsoir.